Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisens, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisens. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Meredith, ou Manaa, comme ceux qui la connaissent l'appellent, un surnom qui lui va comme une évidence, solaire, libre, entier. Dès l'adolescence, cette femme sait, pas tout, mais vers quoi elle se dirige. L'architecture d'intérieur s'impose à elle comme une vocation, pas comme un choix. Alors elle emprunte ce chemin avec tout son cœur, puis elle lève la tête et part. 1 an en Australie, 8 mois au volant d'un van à sillonner la France et depuis 3 ans La Rochelle, où elle pose ses valises, ses projets et sa vie. Spécialiste du micro-habitat, Meredith a compris quelque chose que beaucoup cherchent encore. Ce n'est pas la taille d'un espace qui définit la qualité d'une vie, c'est ce qu'on y met, ce qu'on y ressent, ce qu'on y devient. Aujourd'hui, nous parlons d'architecture, mais surtout de sensations, de souvenirs d'enfance et de liberté sur les routes, de passion et de confession partagées, de cette façon bien à elle d'habiter le monde, les espaces et les gens. Une conversation douce et puissante, entre rire, bruit d'oiseaux et vérité dite simplement. Bienvenue dans cet épisode. Petite forêt. En plein milieu d'une forêt, avec des oiseaux. Non, et puis c'est surtout... Il y a des moments en fait pour enregistrer des podcasts et moi je me suis mis beaucoup de pression sur les premiers. Déjà souvent c'était en studio et en fait je trouve que le studio fermé peut aussi t'amener à un contexte un peu de bonne élève, sois bien présente, dis les bonnes choses, etc. Ouais, c'est vrai. Alors que finalement le cadre change aussi pas mal de choses. Là on est quand même dans une forêt, excuse-moi. Derrière une porte ouverte dans une forêt. Dans une forêt. On va mettre une photo comme ça. Oui, si tu pouvais illustrer le podcast avec cette photo. Ouais. Non, mais le lieu est incroyable. J'en ai fait des lieux de podcasts, d'interviews et tout. Mais là, le lieu est incroyable. On a passé un passage quand même. Enfin, c'est bizarre de passer un passage, mais on est rentré par un passage, cette porte. Ouais. Tu vois, on est en plein cœur de La Rochelle, dans une forêt. On est servi sur une petite table avec des petits détails et avec un petit café. On nous a apporté notre café. Notre table et nos chaises. Et nos chaises. On va dire setup de princesse. Mais surtout, il y a vraiment ce truc-là d'arriver à guider. Et c'est ça que j'ai trouvé beau, parce que je vais pas te mentir, j'en ai écouté quelques-uns de tes podcasts. D'accord. Ok. Pour voir comment tu fonctionnais. Okay. Mais parce que tu es vraiment dans l'échange. Je trouve ça bien. Il y a un rebond qui se crée, il y a une histoire qui s'étale au fur et à mesure, tu vois, des échanges. Et surtout, de me dire, ok, il y a un non-cadre. Ouais. Pas de pression. C'est une liberté cadrée. Ouais. Et j'essaie de le définir comme ça dans ma vie en général. Ok. J'ai pas été élevée comme ça. D'accord. Mais j'essaye d'être libre dans le cadre. Ok. Et j'essaye d'élever mes enfants comme ça aussi. Et je me dis, c'est là où on s'épanouit le plus. Mais il faut quand même des repères. C'est pour ça que ce cadre est nécessaire. Ouais, totalement. Et donc, là, pour parler du podcast vraiment précisément, c'est-à-dire que j'ai ma trame en tête et c'est pour ça que je te l'ai même pas envoyée. Tu vois, parce que je sais, en fait, d'une première intention, j'ai envie de t'emmener quelque part, j'ai envie de te rencontrer. Je crois que c'est ça. Donc les questions vont driver cette rencontre. Si par exemple, là, le dernier épisode avec Hélène, on est parti sur la parentalité, la matrescence, etc., l'éducation, la transmission, la relation aux parents, chose que j'aborde quasiment pas dans mes podcasts. En fait, ça va dépendre de l'invité. Vu que mes sources sont diverses d'échanges, d'interviewés. On va toucher soit quelqu'un qui est parti dans un métier dit sensoriel, soit on va prendre quelqu'un qui a changé de vie pour plus de sens. Donc en fait, ça va m'amener à rencontrer Maher au Liban qui est vigneron, ça m'a amené à rencontrer Hélène Potière qui était une ancienne de la SNCF. J'ai une pluralité de rencontres qui fait que la magie opère. Alors parfois, elle opère pas aussi bien.
Pas tout le temps, parce que c'est peut-être pas le moment, parce que les conditions d'enregistrement sont pas idéales, peut-être parce que le moment d'enregistrement fait que la personne s'interroge beaucoup quant à la suite de son activité. Tu vois, il y a pas mal de choses comme ça aussi. Ou moi qui suis pas dedans aussi, parfois je suis là, mais mon esprit divague parce que j'ai pensé à quelque chose que l'interviewé ou l'invité a dit. Et voilà, et tu vois, il y a ça aussi, cette magie-là qui opère ou pas. Ouais, et puis surtout, en fait, vu que tu embarques au fur et à mesure, même toi, tu te laisses aussi porter par finalement les échanges, etc. Nous, on rajoute tous nos histoires personnelles. On a des petits oiseaux qui font une petite guerre derrière nous. Une guerre ou plus si affinité. Ou plus si affinité. On aime beaucoup le bruit des oiseaux sur ce podcast. Je pense qu'on va en avoir beaucoup. J'attends. Et il y a aussi, voilà, tout ce que, comme tu dis, la personne en face de toi, elle te raconte son histoire, mais elle te raconte aussi des briefs de son histoire. Tout à fait. Et finalement, elle apporte ce qu'elle a envie d'apporter aujourd'hui. C'est-à-dire, tu vois, dans moi, l'échange, je me suis dit, ok, avec Maria-Cécile, on va enregistrer un petit podcast, on va parler de plein de choses, on verra. Ouais, complètement. Je sais très bien, moi, tous les changements qu'il y a eu dans ma vie et pourquoi je les ai faits, en parler avec elle, lui partager, voir ce qu'elle en pense aussi finalement et avoir son retour. En fait, c'est ça, c'est un podcast. Et complètement. Je trouve ça trop cool. Et du coup, il n'y a pas de pression. C'est-à-dire que c'est à un moment T, c'est aujourd'hui, on est le combien ? On est le 4 Vendredi 4 ? Non, on est le 3. On est le 3 juillet. Donc, on est le vendredi 3 juillet 2026. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas lundi, tu vois, entre guillemets. Et c'est ça que j'adore. Et l'inconstance de la vie, parce que on se dit tout le temps, et c'est ça que j'essaye vraiment de développer et dans ma vie, et dans le podcast, et dans mon activité artisan, c'est-à-dire, ok, ce que je vais enregistrer aujourd'hui, peut-être qu'après-demain, il n'existera plus, mais il existera quelque part. Oui, totalement. Tu vois. Et il a été ancré dans l'histoire de chacune, dans notre échange ou de chacun, mais de chacune aujourd'hui, il est ancré sur cette discussion, sur cet échange. Puis pour le coup, nous, on se connaît peu aussi. Ouais, c'est vrai. Bon, d'un prisme différent. En fait, on se connaît à la danse. Exactement. Et on apprend à se connaître que le mardi et entre deux lignes d'échauffement. Est-ce que tu arrives à faire ce mouvement ? Non, moi non plus. Je comprends pas ce que j'appelle. Est-ce que tu transpires des yeux toi aussi ? Oui. Et de la moustache. Non mais c'est vrai. Et du coup, après, on se suit sur les réseaux, mais effectivement, on va apprendre et on va découvrir qu'une seule des facettes qu'on a envie de montrer. Oui, tu vois. Totalement. Et c'est chouette. Et du coup, je te remercie d'être là aujourd'hui avec moi dans ce bois intramuros, qui est incroyable. Incroyable. Et du coup, Meredith, est-ce que tu peux nous parler de toi, de qui tu es ? Tout à fait. Et tu vois, c'est marrant qu'on se dise, ok, lance-toi, parce que je me suis toujours présentée en disant, moi c'est Meredith Frichet, je suis architecte d'intérieur. Okay. Voilà, c'était mon prisme. Pendant des années, je me suis présentée comme ça, et tu vois, il y a toujours eu cette approche de mon métier est qui je suis. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on est élevé comme ça aussi. Enfin... Ouais, totalement. Et puis moi, j'ai eu gros syndrome de la bonne élève, etc. Donc, et mon métier, j'ai choisi très tôt. À 15 ans, je savais que je voulais être architecte d'intérieur. Et grâce à quoi et comment ? J'ai une tata qui m'a profondément touchée dans nos échanges. Elle était vraiment sur parle-moi de déco, parle-moi d'émissions de décoration, montre-moi des magazines, etc. Et en fait, c'était un peu notre rituel. Tu vois, on se retrouvait avec nos magazines de décoration. C'est à l'époque de Valérie Damido en plus. Ouais, exactement. Ça a explosé. Bah oui, de fou. Et du coup, on parlait que de ça. Et puis du coup, à 15 ans, je me dis, ok, en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je vais aller faire mon premier stage dans une grande boutique de mobilier qui n'existe plus aujourd'hui. Et en fait, je trouve mon premier stage. Mon stage de 3e, il est fait... de la semaine d'immersion, là La semaine d'immersion. Et je me retrouve, de 3e où, en fait, on t'explique... alors, le métier de la décoration, mais c'est vraiment... tu vois, c'est du merch, tu mets en place, etc. Et je me dis, d'accord, je vais un peu pousser le truc. Et en fait, je me rappelle, j'arrive devant mes parents et je leur dis, voilà, donc moi, je viens à Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne. Et je leur dis, très bien, il y a des écoles. Pour ça, l'architecture d'intérieur, etc., faut qu'on aille faire les portes ouvertes. Donc, on va faire les portes ouvertes, etc. Je me sens pas du tout à ma place et dans mon milieu quand je fais les écoles parisiennes. Rien contre les écoles parisiennes, mais c'est juste, je me sens pas du tout à ma place. Perdue entre le monde parisien et le monde banlieusard. Et donc, je découvre qu'il y a une école, alors 1h et demie de chez mes parents, en internat. Moi, je suis fille unique, j'ai 15 ans, je n'ai jamais connu autre chose que ma famille, mon cercle très familial. Ma mère a 8 frères et sœurs, mon père 6. Ah oui. On est sur 18 cousins, cousines. Je vis à travers ma famille. En famille, ouais, clairement, tu vois, c'est vraiment, on se voit tous les week-ends, les uns les autres, je vis à travers ma famille. Et du coup, je me dis, ok, je pars à l'internat. 3 ans, c'est parti. Et tes parents te suivent ?
Alors mon père me pousse. Mon père est de formation de miroiterie, donc tout ce qui est véranda, fenêtre, etc. Et lui il bosse en atelier, donc il est professeur de miroiterie. Et ma maman a plus de restrictions. C'est pas qu'elle a plus de restrictions, c'est plus qu'elle a d'appréhension. Tu sais ce truc un peu oula attends Méré, nous on vient de base, tous les deux ne viennent pas de familles aisées, ils viennent de familles d'usines et eux ont réussi. Donc si tu veux, il y a un peu le prisme de tu veux pas la sécurité. Architecte d'intérieur, on sait pas encore ce que c'est, on connaît pas trop ce métier, t'es sûr de vouloir faire ça, de partir là-dedans? Et je lui dis ouais, j'y vais, je fonce et on verra. Et du coup, il me suit. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai des parents extraordinaires qui me poussent vraiment à réussir à chaque fois que je pousse un step, une idée, un projet. Et pourtant, ils sont pas entrepreneurs, c'est ton papa? Il a monté non, du coup, il est resté. Enfin, mon père est toujours été professeur. Et ma mère est restée dans un boulot très cadré, tu vois, en CDI. Donc, ils sont pas du tout entrepreneurs, ni l'un ni l'autre. Donc, peut-être cette peur-là. Pas tant le métier choisi, ou en tout cas l'axe du métier choisi, mais plutôt le côté qu'est-ce qu'elle va faire dans ce métier-là qu'est-ce qui se passe après ses études, quoi. Qui c'est cette fille? Et celle qu'on a élevée? Ah oui, apparemment. Écoute, c'est trop bien. Et voilà. Et donc, il y a ce premier truc, ce premier prisme où je me dis, en fait, la passion me mènera toujours à créer quelque chose ou à changer mon mode de vie. Dès 15 ans. Ok. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est aussi jeune pour avoir cette prise de conscience en disant faut que je suive mon cœur quoi qu'il, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, il y a très peu de temps que je l'ai compris. Qu'en fait, c'était mon cœur qui me parlait au fur et à mesure de ma vie et qui me demandait de changer d'étape et changer de route. Et je l'ai toujours pris sous le prisme de la... je me démène toujours professionnellement et je l'ai toujours fait. Du coup, pour moi, partir en internat, c'était aussi aller chercher l'excellence dans ce que je voulais faire. Tu vois, c'était un peu rentrer dans un vase clos de je vais tellement être concentrée sur mon professionnel que je vais y arriver. Et je l'ai fait pareil à mes études supérieures, j'ai fait pareil pour mes métiers. C'est dingue. Jusqu'à un petit déclenchement en 2019 où en fait, j'ai totalement envoyé balader tout ça et finalement, j'ai bien compris que c'était pas une question de bon élève. C'était une question que mon cœur, il me parlait depuis le début et que du coup, il me menait sur mes petits chemins et sur mes petits projets. Et du coup, c'est ça qui me menait à réaliser ce que je fais aujourd'hui. Ok. Donc, qui es-tu aujourd'hui, vu que tu n'es pas architecte d'intérieur? Aujourd'hui, je suis une femme de 33 ans qui a emménagé à La Rochelle il y a 3 ans, qui a choisi de vivre ici. Alors j'ai monté ma société il y a 5 ans, donc ça m'a permis de choisir le lieu où je voulais vivre, puisque beaucoup de mon métier se passe en digital, à distance. Je me déplace peu maintenant, et du coup j'ai choisi La Rochelle. J'ai choisi de vivre au bord de la mer. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis une femme de 33 ans qui aime profondément vivre au bord de l'eau, qui aime profondément choisir des activités complètement farfelues, type la danse polynésienne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu fais quoi comme type de danse? Moderne jazz ou classique? Non, danse polynésienne. Ouais, moi aussi, j'adore. Et j'adore la réaction des gens. Tu regardes, t'imagines avec des noix de coco et des trucs le hula, quoi. Enfin, alors non, ça c'est hawaïen. Oui, tout à fait. Ou alors, tu sais, ils imaginent la petite figurine sur sur la voiture. Ah, non mais fou. Et puis c'est trop drôle parce qu'ils te regardent d'un autre œil. Ah oui, ça existe ça. Ah oui, il y a une énorme communauté là sur tout l'Ouest. C'est clair. Moi j'adore l'effet que ça fait. Et puis vraiment, tu retrouves. Enfin voilà, j'aime profondément la musique et la musique et le chant. Deux choses qui ont fait partie de ma vie plus jeune, donc avant 15 ans, qui se sont arrêtées, qui ont été là un peu dans ma vie au quotidien, mais qui ne sont jamais ressorties. Et là, cette dernière année, j'ai vraiment, aujourd'hui, Meredith, 33 ans, je veux faire de la musique. T'as une révolution, quoi. Ouais, il y a une révolution, tu vois. Alors du coup, musicale, pour le coup, trop bien. mais qui va se passer dans la danse, dans le chant et dans le ukulélé. Parce que du coup, j'ai poussé le vice jusqu'au bout, tu vois. Mais carrément. Je me suis dit, quitte à faire des farapous, autant les faire avec un ukulélé. J'imagine tellement l'image. Pardon. Non, ça fait combien de temps que tu fais de la danse? La polynésienne, pardon. Ça fait 2 ans. Donc ça fait 2 ans. Et comment t'es tombée dedans? Enfin, là, j'extrapole, mais... mais parce que ça fait sens. Alors, j'avais une très bonne amie, Samira, qui venait de Lyon pour passer un week-end à La Rochelle. Et puis, je lui dis, tu sais, il y a un festival au mois d'août polynésien à La Rochelle. Est-ce qu'on peut y passer? Et c'est des choses que j'aurais jamais osé demander avant, auprès de ma famille ou auprès de mes amis, des choses qui m'intéressaient moi profondément, mais que j'avais pas envie d'imposer aux autres. Tu vois, vous êtes sûr de vouloir faire ça, mais du coup, c'est une activité, moi, elle me parle plus, mais peut-être qu'elle vous parlera pas. Un petit peu chiant, quoi. Maintenant, je m'excuse d'exister. Et comme tu disais tout à l'heure en préambule, et qu'on n'a pas enregistré, mais tu disais le fait de porter sa voix, d'oser dire, je veux faire ça, je veux ça.
totalement. Ouais. Tu le fais, mais tu le dis pas. Ouais, exactement. Et du coup, je lui propose ça. Donc, on y va. On va au minime. On voit l'initiation, etc. Et là, j'ai une des filles de l'association qui me pointe du doigt comme ça. Elle est à 20 mètres de moi. 5 secondes avant, je dis à Samira, je ferais bien de la danse polynésienne. Je crois que j'en ai toujours rêvé. Et elle ne peut pas m'entendre. La fille de l'asso, elle peut pas m'entendre, c'est pas possible. Et là, elle me pointe du doigt, elle me dit, tu veux pas faire une initiation? Tu peux pas venir en septembre faire un test? Putain, et je suis là, mais pourquoi moi sur les 20 personnes qui sont autour? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, pour le coup, j'ai jamais eu peur. Je pars toujours à l'aventure. Quand je sens que la vie me tend la main, je la chope et on y va. On verra quoi. Ouais, ok. Totalement. Trop bien. Ouais. Et du coup, passion pour la danse polynésienne, passion pour cette culture aussi, la musique et le chant, parce qu'en fait, il y a toujours les musiciens en live. Et d'ailleurs, c'est la seule asso de La Rochelle qui joue en live. Et ils chantent tout le temps. Ils chantent tout le temps. Et je trouve ça beau parce qu'en fait, alors il y a quand même ce prisme de... Tu sens que quand ils chantent ou quand ils font de la musique ou même la danse, on le voit dans les yeux de notre professeur, Vaya, ou même Tanta Imoe, dans son regard. Il est vraiment en train de respecter sa culture et en train de donner l'intensité à ce qu'il chante, à ce qu'il joue et à ce qu'elle danse. Oui, tout à fait. Et je pense que ça m'a plus bouleversée que ce que je pensais ces 2 dernières années, en me disant, ok, en fait, quand tu fais quelque chose avec passion, c'est pas seulement le faire bien pour le faire bien. Et du coup, dans mon métier, tu vois, par exemple, d'architecte d'intérieur, c'est finalement le faire avec cette même intensité. Et du coup, aujourd'hui, je porte des projets... alors je reviendrai là-dessus, mais je porte des projets qui sont liés au micro-habitat, qui sont uniquement liés à cette voie-là, donc tout ce qui va être van aménagé, tanias, lodge, etc. Et en fait, la valeur que je retrouve dans mes clients, mais finalement, tu attires, oui, moi me fait vibrer, c'est le fait qu'ils me parlent de changement de vie, qu'ils me parlent de vouloir être plus à l'écoute, de vouloir moins d'espace, mais finalement plus d'ouverture sur le monde. C'est beau. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, cette intensité-là dans mon boulot, je l'ai retrouvée, mais il y a 5 ans. Ok. Et je l'avais complètement, un petit peu laissé de côté en me disant, finalement, est-ce que c'est important? C'est tellement important. Parce qu'en fait, du coup, avant ces 5 ans, tu étais dans des grosses entreprises, des gros postes, suite à tes études? Alors, du coup, j'ai fait le parcours de beaucoup des années 90, des gens nés dans les années 90. Tu fais des années d'études, tu pètes un plomb, tu prends ton sac à dos et tu pars 1 an en Australie. Franchement, il n'y a absolument rien d'unique, les gars. Je pense que 80% de ma génération l'a fait. Et du coup, tu achètes un van là-bas pour te balader et pour faire du picking, ce qu'on disait avec Hélène au dernier podcast. Elle est partie aussi en Australie. Mais oui, je l'ai du coup écouté le podcast d'Hélène et je me suis dit, ah oui, bon, finalement. Je suis pas originale, du coup. On aurait pu faire un PVT tous ensemble. Oui, c'est clair. Un tarif de groupe, merci. Tarif de groupe. Et en fait, c'était pas tant l'endroit. Je pense que c'était pas tant l'Australie. En fait, c'était de partir en voyage. Moi, c'est vrai qu'avant ce voyage, j'avais pris l'avion une seule fois dans ma vie, j'avais 6 ans. Ensuite, je ne l'ai plus jamais repris. Et ensuite, j'ai pris un billet d'avion. Et t'es partie à l'autre bout du monde. De 17 heures de vol. Ah oui, d'accord. Voilà. T'es pas extrémiste. Bon, légèrement. Un petit peu passionnée par la vie. Passionnée par les expériences. Croqueuse de la vie. Croqueuse de la vie. Et du coup, je suis partie, génial. Tu vis ton expérience, tu changes de pays. Je parlais pas un mot d'anglais, j'ai fini à la plonge. Parce que forcément, tu parles pas anglais. T'as pas le droit d'être au contact du client. Contact du client. Et je me laissais pas faire parce que j'avais vraiment envie d'y arriver. Donc je prenais des cours le soir. Enfin, je voulais y arriver, quoi. Et finalement, au bout de 3-4 mois, je trouve un poste en tant que décoratrice intérieure. Donc vraiment, j'ai rien lâché. Ah ouais, c'est trop bien. Junior. Et Marilou, c'était fou parce que moi, j'ai un prénom anglais et elle a un prénom très français. Et on se retrouve, elle est australienne, moi française, on est là, on baragouine des trucs, voilà. Mais elle me donne ma chance. Donc, et je me dis, ok, en fait, finalement, quand tu sors de ta zone de confort, quand tu décides d'aller à l'autre bout du monde et quand tu décides de vraiment te passionner pour un sujet, en fait, rien ne peut t'arrêter. Et du coup, ok, je me lance. Je bosse avec elle, etc. Passe 1 an. Tu veux revenir aussi? Ouais, j'avais envie de revenir. Envie de revenir, la famille. Ouais, tout à fait. Non, c'est important. C'est hyper important. Moi, dans mon histoire, il y a aussi quelque chose qui est, je pense que plusieurs familles connaissent ça, mais j'ai un papa malade qui a maladie de Parkinson. Et en fait, ça te change aussi ton prisme. Parce que vivre à 17 000 km avec quelqu'un dans ta famille qui est malade, forcément, ça joue aussi sur, j'ai peut-être envie de passer du temps avec la personne. Ok, on sait jamais. Exactement. Ok, donc tu t'es dit, au bout de cette première année, je rentre? Ouais, je me suis dit, je rentre. La famille manquait, mais même au-delà de ça, être présente. J'en avais besoin. Et je portais pas encore, tu sais, cette énergie qui te dit, tu es capable de tout faire toute seule. Je la portais pas encore. J'étais capable de faire des choses, mais parce que c'était toujours lié à mon travail.
pas lié à ma vie personnelle ou pas lié à mes choix personnels. Donc, tu étais en focus, pro. Totalement. Je suis partie en Australie, donc tu reviens, t'as quoi, 23 ans? Ouais, 22-23 ans, c'est ça. Ok. Et tu reviens à Paris, en banlieue? 23 ans. Et je reviens à Paris, en banlieue. Alors, je me trouve un appartement à Paris. Okay. J'ai eu la chance de travailler dans une super boîte avant de partir en Australie pour mon stage de fin d'année, qui me réembauche au moment où je pose un pied sur le sol français. Trop bien. Donc voilà, génial. Et du coup, je travaille dans cette entreprise, donc avec Alexa Funès, Atelier Germain, et je bosse pendant 5 ans. Et en fait, pendant ces 5 ans, je sens que ma petite voix, elle est là, mais ma petite voix, elle est pas porteuse. Elle est pas, oui, elle est là. Je suis présente. Il y a pas de souci. Je suis au taquet. J'ai des super collègues. Il y a aucun problème. Je vis ma vie. Mais je suis pas profondément, je dirais pas heureuse parce que c'est pas vrai. Mais je sens qu'il me manque quelque chose. Tu vibres pas. Je vibre pas. Et l'intensité du coup que j'avais retrouvée dans certains moments, en fait, je comprends très rapidement que va falloir que je bouge. Alors ça, c'est la première idée. Bouger. Okay. Tu vois le mouvement. Okay. Actionner quelque chose. Okay. Depuis 2 ans, je me dis qu'en fait, il n'y a pas que le mouvement qui peut t'aider à actionner des choses. Et du coup, j'actionne. Je pars. Donc, j'achète un van. Ok. On repartit dans la folie. Ouais. Et j'achète un van de 1975, Mahana. Ah oui, parce que dans le monde du van aménagé, tout le monde donne un petit nom à son van. Donc voilà. Donc on les appelle comme ça, hein, vraiment. Genre, Mahana est garé là-bas, Mahana est sous le parking. Enfin voilà. C'est une personnification. Totalement. Ouais. C'est quelqu'un en fait parce que tu baroudes avec. Totalement. Et alors Mana, ça veut dire? Mahana, ça veut dire grand soleil en tahitien. Ok. Donc moi, juste avant ça, en 2018, je suis invitée à un mariage en Polynésie. Donc en fait, finalement, la Polynésie a toujours été un petit peu là. On va pas se mentir. C'était un peu en sourdine quand même. En sourdine. Et du coup, je pars en Polynésie et mon ami Wani, quand j'arrive en Polynésie, il me dit mais toi, de toute façon, t'es notre Mahana, et le soleil. Et du coup, ça reste. Et lui m'appelle toujours comme ça. Hein. Mahana, c'est pas le van pour lui, c'est moi. Et du coup, quand je décide que mon van, je vais partir sur les routes avec elle. J'ai vraiment une personnification. J'adore. Ouais. Et ben du coup, je lui donne ce nom-là. En fait, je la baptise et je dis ok, on est une équipe et on y va. Ok. Donc je pars sur la route. En vacances, comment ça se passe? Alors, tu poses une dème ou tu fais ouais, clairement, je me casse de la boîte. Non, j'ai une super boss qui m'accepte ma rupture conventionnelle, ce qui aide beaucoup. Hein, parce qu'en France, on a énormément de chance. Et du coup, je profite de ma rupture conventionnelle pendant cette année pour sillonner les routes de la France. Ok. Bon, beaucoup côté ouest, hein. On va pas se mentir. Okay. La France, alors au début c'était l'Europe, ensuite c'est passé à la France. La France est très vite diminuée en moitié de France, mais parce que en fait un J7 de 75, tu roules à 80. Okay. Donc en fait ton périple, même s'il dure 8 mois, c'est super lent. T'es arrivé à Biarritz quoi. J'arrive à Biarritz. Toutes les petites routes. Ah mais génial. Et du coup t'as dû rencontrer tellement de gens. Ouais, et je rencontre du coup 18 porteurs de projets autour des initiatives écologiques. Donc c'était ton but ou c'était ouais, d'accord. C'est mon but. Ok. C'était pas un pur hasard quoi. Non, j'envoie des messages sur Insta. Ouais. Bonjour, j'aimerais vous rencontrer. Vous êtes en train de construire une tiny house. À quoi ça ressemble? Je voudrais apprendre. Et en fait, les gens me répondent. Les gens sont dans l'échange. Les gens sont porteurs de leur projet et ils ont envie de le partager. Ok. Ils vibrent. Bah oui. Bah, tu vas chercher l'énergie. Bah oui. Partout où elle est. C'est carrément. Et du coup, je me lance dans cette aventure. Ce qui marque beaucoup le voyage, c'est que je le fais seule. Ok. Très peur au début. Moi, je pars de chez moi. Il faut imaginer la scène. Hein, on est dans une rue du 77. Ce van vert pomme est improbable. Hein, voilà. Et je démarre. Il y a toute ma famille derrière. Tu sais, à la limite avec les petites pleurs, les pancartes et tout. En mode bon voyage. Je tourne à droite. J'arrête le van. Je pleure. Ah, ok. Je ne pars pas, tu vois, donc. Ok. Et là, tu te dis, je fais une connerie, quoi. Ah, mais oui, bien sûr. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai aucune connaissance en mécanique. J'ai pris 3 jours avec un ami pour qu'il m'explique comment changer une roue et allez, comment redémarrer le van si vraiment j'ai un problème. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est n'importe quoi. T'as quitté ton CDI, ton appart, tes collègues à Paris, tes amis, ta vie pour avoir un J7 de 75 et voilà. Dans lequel tu peux pas écouter de musique parce que de toute façon le moteur est à tes pieds et donc fait plus de bruit que la musique en elle-même. D'accord, ok. Ah oui, je me vois. Contexte. Okay. Contexte, ouais. Tu fais 6 heures de route et il n'y a pas... Et ça vibre aussi dans les mains? Ouais, le volant est énorme. Ouais. Le frein à main est là. Alors, oui. Vous ne voyez pas en podcast, mais vraiment, je me recule sur ma chaise et je tends la main. La position du guerrier en yoga. Voilà, imaginez. Donc là, c'est vraiment quand je serre mon frein à main, tu vois. Okay. Je suis trop petite quand je descends, donc je saute, un peu comme un camionneur. Enfin, bref.
mes meilleures expériences. Ok. J'en parle tout le temps avec les larmes aux yeux, tout le temps avec les yeux qui pétillent, parce que Mahana, ça a été une expérience de dingue pour moi. Et pendant cette année-là, je chante. Sur la route. Du coup, ouais, tout à fait. Je chante. Je passe ma vie à chanter. À chaque fois que je suis heureuse, je chante Norah Jones, une des chansons que je préfère. Et du coup, les vrais moments de bonheur sont identifiés par la musique. Ok. Oui, donc pas par une odeur ou quelque chose, ça va être vraiment une musique que tu vas entendre et tu vas te voir sur la route ou de la rencontre et tout. Là là, mais tellement. Et des fois, je la réécoute à l'appartement, tu vois, Sunrise de Norah Jones. Et je suis là, je m'imagine au volant de mon van et j'ai les yeux. Bah là, déjà, t'as les yeux mouillés, là. Oui, mais ça se voit pas en podcast, ça va. Ça peut s'entendre. Trop chouette. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens de cette année-là, justement donc les musiques qui ont drivé ton chemin, les rencontres, les 18 porteurs de projets. Et donc, tu reviens, donc tu t'arrêtes où géographiquement et dans ta quête à ce moment-là? Alors, c'est marrant parce que en fait, c'est Mahana qui m'arrête. Ok. En fait, je devais aller jusque Vannes. J'arrive vers Nantes. Je suis passée 5 fois à La Rochelle sur la même année. Okay. Je suis repartie, je suis revenue. Ok. Garde ça en tête. Et je me dirige vers Vannes, que je voulais absolument voir, parce que j'hésitais entre Vannes et La Rochelle. Nous aussi. Et Mahana commence vraiment à avoir des gros problèmes techniques. Ok. Alors qu'on a fait toutes les deux 3000 km et qu'il ne s'est rien passé. D'accord. Vraiment, tout le monde m'a dit, mais Malik, tu as au moins crevé, s'il te plaît. Il y a un pneu qui a crevé. Je n'ai rien eu. Elle a monté des petites collines dans les Pyrénées, elle a rien dit. Elle a même pas toussé. Et j'arrive autour de Nantes et en fait, elle commence à me dire, fatigue là. Ouais. Et en fait, finalement, ce qui est très beau, alors après, on prend comme on veut, mais je fatiguais aussi. Ok. Parce que de rouler seule, de penser à toute l'autonomie du van toute seule, c'est tout bête, mais en fait, t'as plus d'eau, tes panneaux solaires, tu vas pas assez recharger, en fait, ton ordinateur, tu le recharges pas. Et il y avait tout ce truc-là de se dire comment je fais, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? C'était un bourdon. Oui, il était mignon. Moi, j'ai pas peur. Non plus, pas peur. Il était gros quand même. Un petit peu ton. Il était un peu gros. Il était un peu gros le bourdon. Mahana, c'est pas pour moi. Oui, c'est ce que j'allais Pourtant, dire. j'ai été scout. 8 ans, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas mon podcast, je vais pas en parler. J'aimerais bien t'interviewer un jour quand même. Si tu veux. Pour que tu prennes notre place. Et du coup, Mahana s'arrête, moi je m'arrête et voilà. Et en fait, comme un accord, on décide que toutes les deux, genre le voyage est fini. Ok. Donc j'ai toujours Mahana. Okay. Le lendemain, quelques mois après, j'ai voulu le mettre en vente. Je pleurais à chaque vente. Donc les acheteurs m'ont dit en fait arrêtez, ne le vendez pas. Vous êtes en train de pleurer à chaque fois qu'on vient, stop. Donc je l'ai gardé. Donc c'est un ami à moi qui le garde précieusement et je le remercie infiniment parce que j'ai toujours pas trouvé de place à La Rochelle pour ramener Mahana auprès de moi. Et du coup je décide en fait je vais pas retourner en banlieue parisienne ni à Paris. Enfin, moi, tu veux, j'ai passé 4 heures à discuter avec un petit papy assis sur une chaise au bord d'un village où lui vivait tout seul. Je peux pas revenir dans cette vie, c'est impossible. Et c'est pas une question de désillusion et de partir totalement à l'extrême de la vie en ville et la vie en ruralité. C'est le constat net. Moi, mon corps ne peut plus. Je vais faire des crises d'angoisse. Je vais partir dans des trucs où ça m'oppresse. Okay. Donc je me dis, ok, très bien. T'es parti 5 fois à La Rochelle. Ah, tu t'en rends compte quand même? Ouais, okay. Je m'en rends compte. Et je me dis, écoute, à un moment donné, arrête quoi. Pose tes bagages, tu verras bien. Oui, tu peux essayer. Ouais, je peux essayer. On va voir si je vibre là-bas. Et du coup, je pose mes bagages à La Rochelle. J'ai la chance, je prends un appartement en visio. Voilà. Ok. Parce que en fait, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. C'est ça qu'à chaque fois que tu veux visiter un appartement, en fait, le temps que je débarque et que j'arrive en courant, l'appartement est pris. Du coup, je me dis, ok, stop. La nana me propose de le voir en visio. Je le prends et je débarque dans le quartier du marché. Où vraiment je tombe amoureuse de ce quartier-là. Okay. Je ne le connais pas plus que ça. Le marché central? Ouais, le marché central au Halles. Et surtout, je rencontre tous ses voisins. Ok. C'est improbable. C'est-à-dire que mon immeuble fait un U, on a une cour partagée, on pose tous nos meubles, on a tous nos petites plantes, on fait pousser des tomates. Bon, on a que 2, c'est pas grave. Mais... Et on est 12. Hein. Et on est 12. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là qui se crée. Okay. Et du coup, je comprends qu'en fait, je n'ai pas forcément besoin de rebouger. Okay. Et c'est ça aussi un petit peu, tu vois, c'est ma conclusion de ces 3 dernières années. Je n'ai pas forcément besoin de rebouger pour continuer de vibrer ou d'être dans l'intensité. Je peux aussi le créer par d'autres prismes. Et donc, en fait, ma stabilité, moi qui étais tout le temps en train de bouger, qui était toujours en train de me dire, ok, je pars à l'autre bout du monde, ok, parce que j'ai beaucoup voyagé, ok, je fais mon tour en van, etc. solo. Finalement, en fait, vivre dans le lieu où je suis,
mais d'intégrer à mon mode de vie, à mon quotidien, à ma routine, le fait que le matin, si tu passes chez moi prendre un café à 9h, il y a de la musique. Ouais. Si à tout moment, les fenêtres sont ouvertes, il y a 2-3 accords de ukulélé. Bon, j'en connais pas plus de toute façon. Tu vois. Non, mais oui, je suis d'accord, c'est que tu n'es plus allé chercher la vibration à l'extérieur, mais de la créer à l'intérieur et en fait de plus l'attendre de quelqu'un ou de quelque chose, mais toi de la créer toi, en fait, et de te remplir, en fait. Exactement. Ouais. Et cette intensité, elle vient aussi du coup par la musique, par le chant, par tout ça. Et finalement, oui, t'as pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui le ramène à toi, mais tu peux te le créer et tu peux essayer des choses et tenter. Et en fait, là, vraiment, ces derniers mois, j'adore ce que je vis, j'adore ce qui se passe. Et j'avais pas compris le rapport aussi entre pro et perso aussi fort. Toi-même, tu le sais, être entrepreneur n'est pas si simple. Ouais, franchement, je sais pas s'il y a pas une personne, un entrepreneur qui a pas fait un podcast en disant vraiment c'est la dèche les gars. N'y allez pas. N'y allez pas. On y est tous, mais on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est une certaine forme de liberté. Comme je disais, c'est de la liberté de penser plutôt que de la liberté de temps. Enfin, oui, tu fais ce que tu veux de ton temps, mais ça crée un stress latent et qu'il faut apprendre à dompter ou du moins à manager, quoi, on va dire. Et puis, mais par contre, c'est la meilleure des écoles, quoi. Clairement, l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été la meilleure des écoles et ça l'est toujours. Ouais. Dans ton parcours, même, tu veux dire pro, mais aussi les deux, même perso. dans ta vie perso. Bah oui, en fait, quand tu es entrepreneur, les deux se mêlent. Totalement. Ouais. Il y a pas de. Autant un boulot salarial, tu peux vraiment faire le pas de côté, de dire bon allez je ferme l'ordi et on verra bien. Autant l'entrepreneuriat, ça continue le soir, ça déborde le week-end. Moi je le vois vu que j'ai les deux. On va faire une petite pause. Il y a une voiture qui va démarrer, je pense. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un Peugeot Expert L2H1. Voilà. Du coup, si vous voulez l'aménager, il y a une masterclass qui est sa nouvelle formation en ligne. Oh, en plus, il est silencieux. Oui. Dis donc. Ouais. Mais il est très bien équipé, parce qu'au vu de l'écran intérieur, on est sur un nouveau modèle quand même. On n'est pas sur du old school. Donc justement, bon, c'est bien, ça fait la transition. Du coup, donc aujourd'hui, tu disais que tu t'étais tu avais découvert le micro-habitat dans cette année avec Mana. Pardon. Pourquoi tu es allée vers ce type d'habitat Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui, parce que c'est au présent? Voilà, comment tu vois les choses? Ouais, alors ce qui m'a attirée de base, c'était de me dire comment on prend l'environnement global d'un projet. C'est-à-dire qu'en tant qu'architecte d'intérieur, de base, on ne se situe qu'à l'intérieur du bâti. Sauf que j'ai bien compris au fur et à mesure de mes années pro qu'il y avait d'autres choses qui rentraient en relation. Il y avait l'environnement, donc il y avait ton terrain, il y avait l'arborescence de ton terrain, il y avait plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et du coup, je me suis vraiment intéressée au micro-habitat, mais parce que je pouvais toucher à tout. Okay. Je pouvais toucher autant à l'enveloppe extérieure qu'à l'aménagement intérieur, finalement qu'à l'environnement. Et je me suis surtout posé les questions de moi en tant que valeur sur mon propre habitat, qu'est-ce que je voudrais ressentir ? Ok. Qu'est-ce que je voudrais vivre ? Et il y a des moments de vie, tu vois, qui te parlent plus que d'autres, où il y a des sensations de vie qui te parlent plus que d'autres. Moi, j'ai un amour. Vraiment, c'est une sensation, genre si je l'avais tous les jours, je serais heureuse. J'adore ouvrir une fenêtre, avoir le vent frais qui vient vers moi, voir de la végétation et avoir juste le bruit d'un oiseau. C'est l'une de mes sensations que je pense j'aime le plus au monde. Je comprends, t'es amoureuse de cette sensation. Je suis amoureuse de cette sensation. Ok, je vois. Okay. Et aujourd'hui, je réalise les rêves aussi des personnes qui veulent cette sensation. Ok, et donc c'est la même sensation ou non, ça diffère un petit peu, mais en tout cas, il y a ce côté sérénité. Ouais. Et finalement de revenir à notre source, c'est-à-dire de vivre en communion avec la nature et l'environnement et pas d'aller contre. Non, totalement, exactement. Et c'est vraiment un lien profond. J'accompagne donc des clients sur divers projets. Donc le van aménagé, honnêtement, il y a toutes les personnes que j'accompagne, c'est cette quête de liberté à travers la route. Okay. Tu vois, donc leur prisme, c'est aussi de découvrir de nouveaux paysages, de vraiment de cultiver le fait d'être sur la route et de rencontrer du monde. Les personnes que j'accompagne dans la partie micro-habitat type tiny house ou lodge, c'est de se créer un lieu à eux, à leur image. Okay. Et en fait, d'avoir un peu plus leur refuge ou leur cocon, plus que de rencontrer du monde. Ouais, complètement. Ouais. C'est un lieu de repli, peut-être. C'est un lieu de repli et c'est même des fois aussi un lieu d'accueil. Okay. Du coup, là où... Oui, les lodges, par exemple, dans Exactement. un... Ouais, ok.
Totalement. Et après, ce qui a du coup, on va dire, décliné de tout ça, c'est que je me suis intéressée au microhabitat, le bâti en lui-même. Et puis ensuite, j'ai fait une formation en bâtiment écologique et énergétique parce que je voulais comprendre, ok, mais comment on amène tous les réseaux jusqu'au bâtiment et comment tout ça fonctionne. En fait, c'est l'écosystème. Quand je parle finalement de microhabitat, je parle aussi d'une méthode. La méthode microhabitat, où je prends le prisme de la totalité du projet, de tout l'environnement qu'on va créer autour. Et ces accompagnements-là, ils sont magiques. Ils sont magiques parce que tu vois que dans les yeux des personnes que tu accompagnes, c'est des rêves en fait. Ils ont vraiment pensé leur projet. Ils sont des fois plus sachants que toi. Ok. Ça peut, Ouais, mais peut-être en théorie. Oui, tu vois, il y a ça aussi. Oui, mais bien sûr. Et je vais très bien. Je temporise. Souvent, on est impressionné par la connaissance, le sachant. Oui. Et parfois, après, en fait, parce qu'on se diminue. Oui, tu vois. Totalement. Alors que là, vous êtes complémentaires. Ouais, exactement. Et du coup, on travaille plus en équipe. Ouais. Et ça, j'adore. J'ai une relation. Pour d'autres architectes d'intérieur ou architectes, ça peut un peu surprendre, mais j'ai une relation très proche de mes clients. Dans le sens où, oui, il y a une relation professionnelle-client, mais il y a aussi une relation très humaine. Je mets à cœur dans le questionnaire, par exemple, tu vois. Tu démarres un projet avec moi, je te pose des questions où je pense que les autres archistes se disent, mais elle est complètement fada, elle a pété un peu. Moi, je leur demande quel est leur moment préféré pour prendre un café. Ok. Est-ce que vous aimez le boire sur votre terrasse? Est-ce que vous aimez le boire dans votre cuisine avec le bruit, l'effervescence de votre famille? Ou est-ce que finalement, non, vous préférez la solitude d'un moment à l'extérieur? Est-ce que vous avez besoin que le rayon de soleil vienne sur vous et vous réchauffe? Ou est-ce que, à contrario, vous voulez quelque chose de très tamisé? Enfin, en fait, très bien. C'est des sensations que j'amène dans mon habitat. Ok. Donc vraiment, l'habitat sensoriel, quoi. Ouais, totalement. Ok. Totalement. Et le micro-habitat permet ça aussi, parce que du coup, c'est pas une question de restriction, mais c'est une question de... On met en lumière le peu pour plus qualitatif. Donc on diminue le quantitatif, mais on garde la qualité. Oui, bien sûr. Tu vois. Et du coup, dans leurs expériences de vie, souvent, ils me disent « Ah ouais, mais moi, je me vois pas vivre dans 50, 60 mètres carrés, comment on va faire? On a 2 enfants, etc. » Finalement, quand je commence à monter des plans, je commence à monter des volumes, ils se rendent vite compte, en fait, que c'est pas tant le nombre de mètres carrés. Alors, bien évidemment, 20 mètres carrés, 3 enfants, je ne vous conseille pas. Ou alors, si, mais vraiment, il va falloir optimiser les choses. Ah, c'est clair. Mais à contrario, c'est surtout qu'ils vont vite comprendre que, en fait, les moments de vie peuvent être totalement différents. Ok. Oui, et ça va être dispatché en fait. Vous n'allez pas tous être au même moment, au même endroit. Exactement. Sauf si c'est un choix. Oui, tout à fait. Okay. Donc la grosse différence entre mon métier aujourd'hui et mon métier d'avant, on me disait comment gagner des mètres carrés pour la revente. Voilà. Okay. Souvent c'était ça la question. Est-ce qu'on peut faire une chambre de 5 mètres carrés? Alors ça va être un peu serré. Et puis on n'a pas ça chambre, mais cafouche. Ouais. Et en fait, finalement, je le fais aujourd'hui, des chambres de 5 mètres carrés. Okay. Mais sauf que les personnes qui portent le projet n'ont pas du tout le même objectif à la fin. Complètement. Ouais, rien à voir. Ouais. Et donc aujourd'hui, ça fait 5 ans. Ouais. Est-ce que justement, toi, tu as rencontré sur ton parcours des obstacles, des choses où tu t'es dit, il faut que j'arrête, je reprends un salariat comment ça s'est passé? J'ai la chance. J'ai beaucoup bossé dessus, hein, et puis je suis dans un métier très niche que j'ai presque limite créé. Enfin, tu vois, architecte micro-habitat, personne, quand je me présente, les gens me disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, qui est-elle? C'est improbable. Et du coup, j'ai réussi à créer mon métier, donc mais face à une demande aussi, hein, oui, bien sûr. Croissante. Et donc, je vis de mon entreprise depuis 5 ans. Donc, dès le départ. Dès le départ. Ah, trop bien. Donc, je me suis pas posé la question du côté financier. Ok. Ça enlève un sacré poids quand même. Ah oui. Oui, vraiment, on va pas se mentir. Par contre, c'est le perso qui vient taper à la porte 5 ans après en me disant c'est génial Maloute, c'est super, mais comment tu vas te dégager du temps pour créer d'autres choses, pour la maternité est venue à toquer à ma porte aussi. Cette dernière année, et l'envie en tout cas d'être maman. Et comment tu conjugues tout ça? Ok. Parce que en fait aujourd'hui, alors certes j'ai une vie super active, je suis entourée, famille, amis, des histoires d'amour qui passent sur ces 5 ans. Mais si j'ai envie de créer plus, si j'ai envie de me poser, si j'ai envie de la maternité, si j'ai envie de tout ça. Mais est-ce que tu penses qu'il faut se poser pour être maman? Non. Voilà. Donc déjà, tu peux t'enlever ça. Je peux être totalement active. Et tu peux être totalement toi et qui tu es aujourd'hui. Alors, il va y avoir des changements, je ne te le cache pas, qu'ils soient physiques ou psychiques. Mais en tout cas, tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin d'arrêter quelque chose pour être maman. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un millefeuille, la vie. Oui. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et de se dire, je m'aime déjà, je m'apprécie,
Ouais. Je me sens complète déjà avec moi-même, parce que je suis capable de partir à un an. Ouais. Je me sens complète dans mon activité parce que j'ai créé mon emploi et j'en vis, quoi, clairement. Et j'ai de la demande et je vibre. Et j'ai un appartement que j'adore, une petite maison où on co-crée ensemble, mais en même temps, on est chacun chez soi et c'est OK. Donc, en fait, elle sera juste ta cerise sur le gâteau. Ouais, c'est vrai. Tu vois, de le voir plutôt comme ça. Pas de dire, il faut que j'enlève quelque chose et que je dégage quelque chose. Ouais, totalement. De toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Enfin, tu vois, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est la vie. Mais je pense qu'il y a vraiment un petit truc, tu sais, il y a toujours ce côté-là. Moi, si demain, on m'enlevait toutes ces contraintes, c'est-à-dire les contraintes plutôt financières ou vraiment d'ordre aussi organisationnel. Tu vois, moi, je vis à La Rochelle, solo, à 600 km de toute ma famille de base. Tu veux dire par exemple la garde, comme ça, ouais, le renfort, quoi. Le côté plus pratique, pratico-pratique. Ouais, mais quand tu fais un enfant, par exemple, avec quelqu'un, généralement, peut-être, potentiellement, cette personne a des parents. C'est totalement possible. C'est possible. Ou alors une tante ou un tonton. Et après, tu as le groupe d'amis aussi qui vient en renfort. Mais et puis, en fait, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, là, on est très chanceux quand même en France. On a plein de systèmes de garde, entre guillemets. Alors, il y a voilà, c'est pas toujours optimum, mais du coup, tu as quand même la garde d'enfants quand tu travailles. Tu peux choisir de moduler ton temps de garde. Tu as des nounous juste pour le soir si tu as envie de sortir faire un ciné. Enfin, tu vois, il y a plein de modèles et tu peux créer le tien. Ouais. Et je pense que c'est encore une fois le côté, l'envie vraiment de se créer cette vie. Et le côté pragmatique qui revient de temps en temps en te disant oula, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais le faire. C'est mental, c'est la peur, c'est la sortie de zone de confort. Tu sais, cette petite frousse que tu as avant un changement radical de vie. Mais tu te dis, j'ai peur, mais j'y vais. Ouais, totalement. Et il n'y a rien qui t'a fait peur ces dernières années? Non, pas vraiment. Donc en fait, c'est pareil pour la vie pro. Ouais, c'est-à-dire que de ne pas le voir comme un énième chapeau, un énième truc. C'est-à-dire de dire, c'est la continuité, comme les mains tendues que tu as eues. C'est vrai, de se dire, je vais rencontrer certainement quelqu'un et je me le souhaite. Déjà, tu écris à la lune, déjà, donc c'est pas mal. La lune des fraises, si tu m'entends. J'ai fait ma liste de courses. Et en fait, de se dire, je suis tellement bien que du coup, je peux attirer que quelqu'un qui me correspond. Ouais. Ouais, et puis cette envie aussi, réaliste aussi de se dire, moi si j'en ressens l'envie, je sais que ça va arriver. Je sais pas sous quelle forme, comment ça va se mettre en place, je sais que ça va arriver. Mais du coup, il y a ce truc-là de post 5 ans d'entreprise, je sais que mon entreprise ne s'arrêtera pas. Je sais qu'elle est là et qu'elle est stable et elle est bien et elle est confortable et elle est cocon, tu vois, ces derniers mois et même ces dernières années. Par contre, c'est vrai que j'ai envie, tu vois, de la remoduler aussi encore. J'ai envie de la reconstruire, de retravailler des choses. Enfin, j'ai une éternelle créative. Non, mais c'est génial. Et ça, je l'avais pas compris. J'ai mis quelques années à le comprendre. Qu'en fait, la créativité dont je faisais preuve dans tous ces changements et ces rythmes de vie, finalement, elle pouvait totalement servir à ma vie au quotidien. Donc, t'as raison. En fait, finalement, je pense que je vais être juste totalement créative dans ces nouvelles étapes qui arriveront et je modulerai en fonction de ce qui se passe. Exactement, mais comme quand tu dois t'adapter à un lieu, quand tu dois refaire une grange, tu t'adaptes. Ouais, c'est vrai. Ou alors à un nouveau, après moi je ne me connais pas, mais un modèle de voiture, etc. Tu vas t'adapter. Donc pourquoi ça serait différent? Ouais, c'est vrai. Tu vois, en fait, tu vois ça comme de la pâte à modeler, en fait, tu vois, de dire, voilà, je m'adapte dans le pro et ça fonctionne bien parce que je m'écoute et parce que je suis alignée et parce que je vais aller chercher des ressources en moi et à l'extérieur. Et c'est pareil pour la parentalité. Ouais. Et de le nourrir aussi. Parce que tu vois, quand on en parlait là tout à l'heure, de se dire, finalement, de retrouver la musique, le chant, la danse, en fait, ça me nourrit littéralement. Pour le pro, certes, mais ça me nourrit en perso. Bien sûr. C'est colossal. Ouais, mais là, tu as réouvert cette porte depuis 2 ans, le perso, tu vois. Ouais. Donc, en fait, finalement, ça va venir. Ouais. Et ça se trouve, ça sera un Tahitien dans ton futur voyage. Mais pourquoi pas? Et puis là-bas, ils sont. Si j'arrive. Bah oui, mais ils sont friands du micro-habitat et tout ça, donc why not? On ne sait pas ce que la vie me réserve. Non, et puis je te souhaite tout le meilleur en tout cas. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui aimeraient se lancer en entrepreneuriat ou juste qui ont peur de suivre leur cœur, quand ils ont un projet comme ça qui les fait vibrer, qui se sentent un peu diminués dans leur quotidien pro? Oui, je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, le meilleur conseil, c'est surtout de parler. En fait, d'échanger. C'est-à-dire, quand on a une idée, quand on veut se lancer dans un projet, souvent, la peur qu'on a, en fait, c'est de la communiquer. Comment je vais le formuler? Comment je vais ou qu'on nous vole l'idée. Oui, aussi, il y a ça aussi, tu vois. Au-delà de dire, je sais pas comment la formuler, j'ai peur de bafouiller, de pas être prise avec sérieux, quoi. Oui, tout à fait. Il y a aussi le côté de, si je divulgue
mon idée, on va peut-être me la shipper, tu vois. Oui, alors c'est fortement possible. Cas échéant, moi ça a été un vrai sujet. Du coup, j'ai déposé des choses à l'INPI vis-à-vis de ma boîte et vis-à-vis de mes process et vis-à-vis aussi de la méthode microhabitat, puisque c'est quelque chose que voilà, je crée et que je forme au fur et à mesure des années. Et donc je l'ai protégé. Mais c'est vrai que là-dessus je suis d'accord. Mais il y a aussi on sait en qui on peut avoir confiance et c'est quelques personnes qui vont être là et qui vont te guider, qui vont t'aider et qui vont te pousser. Honnêtement, choisissez 4. Moi, j'ai un petit groupe de 4-5 personnes, allez, 10 maxi quand j'ai envie de communiquer à beaucoup de personnes, mais 4-5 personnes où ils vont me pousser. Okay. Ils vont me pousser, ils vont être fédérateurs, ils vont être positifs, ou alors ils vont être négatifs, mais pour que moi j'aille chercher le positif. C'est-à-dire, pousse l'idée, allez, fonce, on y va. Ça, c'est dur là. Enfin, c'est dur, c'est nécessaire, mais c'est vachement dur, je trouve. C'est nécessaire. Et donc, pour quelqu'un qui commence, quelqu'un qui a une idée qui émerge, être curieux. Communiquer, en parler autour de soi, trouver un petit groupe avec qui en parler et commencer à poser les idées. Parce qu'en fait, poser les idées et surtout ne pas attendre milliards d'années. Ouais, parce que sinon tu le fais pas. Non, c'est exactement ça. Sinon ça va être chippé. Ça va être chippé et puis tu le feras jamais parce qu'en fait le truc c'est que plus tu attends, plus tu laisses passer le temps et moins tu vas être dans l'action. Alors qu'en fait, c'est vrai. La réalité de l'agence Meredith il y a 5 ans vs l'agence Meredith maintenant, elle a complètement changé de facette. J'ai changé 3 fois d'identité visuelle, j'ai changé 3 fois d'offre. Il n'y a rien qui est cohérent avec ce que je faisais il y a 5 ans. Mais parce que c'est normal. T'as évolué. J'ai évolué. Ouais. La boîte l'a fait. L'idée, le projet l'a T'as affiné aussi. l'a fait. Exactement. Donc en fait, un entrepreneur qui se lance, lance-toi. Point. Bon, point. Voilà. C'est la base. Lance-toi. Complètement. Et après, je sais que le côté financier, on va pas se mentir, est quelque chose qui taquine un peu tout le monde. Comme avoir un petit trésor de côté. Une trésor qui va te permettre de lancer les choses, qui va te permettre d'avoir du temps pour lancer les choses. On ne dit pas quelque chose d'exorbitant ou quoi que ce soit, ça dépend du domaine que tu choisis. Mais si tu es sur une idée de prestation de service que tu peux mettre en place rapidement, mets-toi une petite trésorerie de côté, lance-toi parce que tu vas avoir besoin de faire des déplacements, des rencontres, d'acheter des bouquins, et ensuite, fais-le. Ouais. Ou alors, tu as la chance d'avoir une rupture conventionnelle aussi. Profite de ce moment-là. Tu te reposes un peu, 2 semaines, histoire de. Voilà. Et après, go, t'essayes. Et puis après, il y a plein d'aides de région. Oui. Ça dépend ce qu'on veut lancer. Effectivement, quand tu es en prestat de service, tu n'as pas besoin de bâtiment dans un premier temps. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, et alors, du coup, tu disais tout à l'heure que tu avais cette Madeleine de Proust, c'était d'ouvrir cette fenêtre et d'avoir ce vent frais et les petits oiseaux. Est-ce que tu en as d'autres à nous partager ? Alors j'en ai une, mais alors elle est très bizarre. J'adore prendre mon petit café sur les aires d'autoroute. Mais vraiment, je ne peux pas l'expliquer. D'accord, mais à l'intérieur ou à l'extérieur ? À l'extérieur. Avec le bruit de l'autoroute qui se passe. Je sais pas pourquoi. Non, mais pourquoi pas ? Et côté pompe à essence ou un petit jardin ? Parce qu'il faut être précis dans la description. Hyper précis. Alors, donc c'est la sensation de, on part quelque part hyper tôt, d'accord ? On commence à rouler les de nuit. Ouais, t'es un peu groggy d'ailleurs. Ouais, t'es un peu vraiment j'ai pris la bonne décision. J'aurais pu dormir 1 heure de plus. C'est clair. Et puis le soleil commence à se lever. Ouais. Donc t'es là, t'es sur ton début de chemin, début de journée, etc. Et du coup, t'as commencé hyper tôt ton périple. Et puis, tu te dis, ok, le soleil commence à se lever, je vais aller me prendre mon petit café sur l'air d'autoroute. Le café est immonde, vraiment, il t'a coûté 2,20 €, mais on s'en fiche. Et ce moment où je suis dehors, il y a un peu de bruit de voiture, mais pas tant que ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y a quelques personnes qui se sont arrêtées qui ont la même tête que toi. Ouais, c'est vrai. On est dans des petits pulls, on a une tête chiffonnée, enfin, on ressemble à rien, et on est là, bonjour. Alors que dans les aires d'autoroute, en pleine journée, personne ne se dit bonjour. Mais le matin, c'est vrai. les gens se disent bonjour. Parce que on est dans nos petits cocons encore. Oui, puis je pense que c'est l'aurore. L'aurore fait ça. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi. Comme n'importe où t'es, les gens chuchotent, tout est ouaté. Oui, tu vois vrai. C'est vrai. Même sur les aires d'autoroute. Même sur les aires d'autoroute. Et t'es là et t'as ce petit café qui est pas bon, mais c'est pas grave. Qui est torboyau à fond. Waouh. Vraiment, je ne conseille pas ce café dès le matin. Mais cette sensation, elle est incroyable. Le lever de soleil, la douceur, le vent frais. Je pense que j'ai un vrai truc avec le vent aussi. Ouais, mais alors là, le vent, tu vas pas respirer à plein poumon non plus. Non. On va éviter. C'est-à-dire que la pompe à essence à côté, c'est vraiment pas très agréable. Ça, puis bon, le gasoil, tout ça. Et t'as ce petit café en main, et ça fait partie de mes moments que j'adore. J'adore ce moment dans ma vie. Oui, mais parce que pour toi, c'est synonyme de vacances. Oui. Mais comme moi, l'odeur de l'essence, quand ma mère, elle remplissait, ou mon père, je sais même plus, d'ailleurs, aucun des deux, remplissait la 205, tu vois. Cette odeur-là, je moulinais comme ça, et je sentais l'odeur. Mais j'adore cette odeur. Et pour moi, c'était synonyme de vacances. Ouais, je vois très bien. Et du coup, aujourd'hui, alors je fais du diesel, donc c'est pas la même odeur, mais dès qu'on met de l'essence, j'adore cette odeur. Ouais, ça te rappelle vraiment ces moments à toi où vous partiez. Et puis, tu as le moment de l'enfance, on va pas se mentir. Il y a aussi une question de c'est doux.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce truc-là de on t'emmène en vacances. Déjà, Mais c'est pas toi qui gères. conduis. C'est pas toi, tu vois. Toi, tu gères rien. Tu n'es pas en train de mettre des comptines au niveau de la radio. Enfin, tu vois, Et puis, c'était un radio cassette. Donc, est-ce qu'il y avait des comptines? Je ne sais pas. Ouais. Non, je ne sais même pas ce qu'on écoutait, mais c'est vrai il y a plein d'odeurs, moi, dans cet habitacle. Déjà, c'était très petit à l'époque. Oui, c'est vrai. La sécurité était moyenne. Moi, j'étais entre mon frère et ma sœur, parce que la plus petite, donc au milieu, serrée. Et du coup, je m'endormais, mais il voulait pas que je m'endorme sur une des épaules. Oh non. Alors du coup, il se balançait un peu Ta tête. Ouais, je sais pas comment ça se passait. Et je me réveillais, je me souviens, alors là, c'est confessions intimes, mais ma maman, elle mâchait du chewing-gum. Moi, j'en mâche aussi, mais elle mâchait soit du Hollywood chewing-gum à la chlorophylle, les bandes, Oui, ouais, soit du très bien. steamroll. Ok. Donc en fait, je me réveillais par cette odeur et je tendais la main en disant genre, tu vois. Non mais je te jure, et pour moi c'est synonyme les steamroll et les Hollywood chewing gum, ouais. De vacances, de ces moments-là de vacances, tu vois. J'adore. Oui, mais parce qu'en fait c'est comme tu dis ta Madeleine de Proust, mais Ouais. c'est surtout tous ces petits rappels. De fou. Et Et tu te souviens pas du quotidien en fait, Non. ou alors des rituels, Oui. tu vois. Ouais, totalement. Mais non, il y a des petites choses comme ça qui me sonnent quoi, comme on Ouais. dit. Ouais, je vois trop bien. Tu vois. Et est-ce que tu écoutais de la musique? Vous écoutiez de la musique du coup? Je me souviens pas. Tu te souviens pas? Ouais, tu vois, je pense que je suis pas très auditive depuis le départ et comme quoi le Oui. pied de nez, c'est quand même le podcast. Mais je pense que dès le départ, j'écoutais pas. Je pense que déjà ils ont pas trop les mêmes goûts musicaux. Papa est très classique et maman plutôt jazz ou même années 80-90, Ouais. même 70, tu vois. Mes frères et sœurs, on a dû aussi les débuts des Walkman. Ouais. Ma sœur, elle devait avoir un Walkman, mon frère aussi. Donc on a eu 8 ans d'écart. Et après, j'ai eu un Discman plus ado, tout ça, tu vois. Ouais. Mais je me souviens pas dans la voiture. Ouais. Tu te souviens toi, si t'avais de la musique? Ah, moi j'ai une famille qui chante. Ok. On passe 9 heures à chanter. Ah ouais. Ma maman chante aussi. C'est un truc de fou. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Parce que, comme quoi, moi, là, je chante quand je suis heureuse. Moi, je fredonne aussi. Ouais, on est d'accord. Mm. Je sais pas, il y a un truc qui vient, t'es là, t'es bien, t'es dans ta journée, dans ton truc, tu fredonnes et tu chantes. Mm. Et je sais que dans les périodes de ma vie, autant personnelle que professionnelle, si je chante, c'est que je vais bien. Ouais, moi aussi. Ouais. Et ma famille ou mes amis l'entendent. Ok. Pourquoi tu chantes plus? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, donc ils entendent pas que tu chantes, mais ils entendent que tu ne chantes plus. Exactement. Ah, c'est Et intéressant. un petit peu une alerte, tu vois, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu chanter. Ah, Qu'est-ce qui se waouh, passe? pas mal. Donc t'es vraiment en plus entendu et écouté. Oui, Tu vois totalement. Toi, c'est pour le coup, toi, ça doit être ton canal sensoriel dominant, quoi. C'est-à-dire, Je pense. ça plus la vue avec ton métier. Oui. Mais ouais, t'es hyper sensoriel en fait. T'as vachement développé parce que tu disais le bois, c'est, tu vois, on est dans un bois, etc. Donc t'as un effet matière et texturé aussi. T'as les odeurs avec le bois, Ouais. mais t'as la texture qui est. Et puis le sentiment, tu disais le feeling, tu vois, quand tu rentres dans une maison en bois, c'est un côté hyper rassurant, je trouve. Fort et puissant. Et puissant. Ouais. Et Et doux. Enfin, je sais pas, c'est assez multiple. C'est multiple et puis en plus, alors déjà le bois est un matériau hyper particulier, mais il a une très forte odeur. Les essences sont totalement différentes, les couleurs sont différentes. Rien que le fait, enfin moi j'adore par exemple quand je rentre dans un endroit c'est un peu chelou, mais c'est pas grave, je touche les matériaux. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais ça c'est issu de ton métier aussi. Oui, je pense. Non, il y a un peu touche la matière, vois ce que tu ressens. Oui. Alors ceci est du fait. C'est pas du fer forgé, c'est fer mob. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai failli le faire avec la porte, et vu qu'elle est un petit peu, je pense, posée là, Bah, regarde, elle tient avec une fourche. Avec une fourche, avec de une branche. Et je me suis dit, ne touche pas à cette porte, Malice. Surtout, retiens-toi, comme une enfant, tu sais, de 4 ans, ne touche pas. Et justement, tu parles d'enfance. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Meredith, d'il y a 10 ans, parce que tu es plus petite, mais ou à la jeune, avant 15 ans, tiens. Avant 15 ans, je lui dirais, arrête pas de chanter. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je lui dirais, arrête pas de chanter. En fait, c'est ce qui va te guider tout au long de ta vie. Tu le retrouveras, mais n'arrête pas. Ok. À petite voix ou à grande voix, peu importe. Petite voix ou à grande voix. Solo, qu'on t'entende ou qu'on t'entende pas. Tu vois? Qu'on te voit pas. Qu'on me voit et qu'on me voit pas. C'est difficile, ça. Ouais. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Et en fait, finalement, autant par le chant que par la voix, en fait. Le fait de t'exprimer, le fait de prendre position. J'ai eu une espèce de... pas de révélation, c'est pas du tout ça, mais j'ai un vrai sujet avec l'injustice. Et du coup, des fois, je porte des discours où vraiment je peux partir et je peux aller dans tous les sens. Et d'un autre côté, j'ai eu une discussion avec un couple d'amis le week-end dernier. Ils m'ont dit « Ah non, nous on adore.
tu nous embarques dans ton truc, tu nous embarques dans... Et puis tu nous expliques des choses et des fois, ça nous intéresse pas, on retiendra ce qu'on retiendra. Ou on partage ou on partage pas. Exactement, mais tu nous embarques. Et du coup, je lui dirais ça en fait. Je dirais, c'est pas tant ta voix et ta manière de t'exprimer ou les bons mots que tu vas trouver, c'est le fait de t'exprimer avec autant de force et de passion. Et en fait, continue de le faire, que ce soit dans le chant ou dans les discours, parce que ça va te guider tout au long. Et puis dans ta façon de parler de ta boîte, de la façon de partager tes idées, dans la façon de rire. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Moi c'est ce que je retiens quand du mardi, j'entends ton rire. Tu vois? Non mais c'est vrai. Je peux pas m'en empêcher. Non mais c'est fou. Mais des fois je me dis, mais Radit, sois sérieuse. Mais pourquoi? Mais pour qui? Je sais pas. Pour qui? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Merci beaucoup. Ouais, j'ai adoré. Je te souhaite une belle journée. À toi aussi. Merci.